Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Druon qui pilote l'entreprise Pocheco en relevant le défi d'entreprendre sans détruire. Alors là, j'ai un challenge important devant moi parce que résumer en 20-30 minutes tout le champ d'expérience d'Emmanuel à travers Pocheco, d'arriver à parler des défis, à parler de l'équipe, à parler du métier, à parler de l'environnement direct de l'entreprise, ça va être un défi que je vais tâcher de relever. Salut Emmanuel et bienvenue. Bonjour Rémi, merci de me recevoir. Écoute, je suis ravi de t'avoir. C'est rare qu'on ait des chefs d'entreprise derrière ce micro. Et là, c'est... Bon, toi, on va dire que t'es une hybridation un peu. Donc, tu arrives avec un bagage d'entrepreneur, une sensibilité et une humanité citoyenne. Tu arrives avec aussi un pédigré finalement d'auteur de livres. Alors, on va dire que tu es comme un expert. Je vais t'accueillir comme un expert derrière ce micro. Et en plus, tu interviendras à la convention à Nantes. C'est aussi l'objet d'un des bouts de la discussion. Est-ce que toi, tu pourrais te présenter en quelques mots? Parce que alors moi, je l'ai fait un peu de façon un petit peu cavalière, mais est-ce que toi, tu pourrais le faire avec tes mots à toi? D'abord, à la convention de Nantes, à laquelle je suis très heureux de contribuer, je vais parler avec Kalina Raskin. Kalina, c'est la directrice du CIBIOS qui s'occupe du biomimétisme. Peut-être que c'est un angle intéressant pour présenter Pocheco. Moi, me présenter, moi, c'est en fait... peut-être que ma réponse, c'est de me présenter au travers de Pocheco, parce que j'y passe le plus clair de mon temps, et que toute notre œuvre commune passe par ce travail collectif autour de l'idée d'entreprendre sans détruire. Donc je suis un littéraire de formation et j'ai travaillé toute ma vie en fait dans des entreprises, et il y a 25 ans j'ai pris mes fonctions chez Pocheco, et qui était une entreprise qui était dans une situation d'effondrement. Son marché principal, la fabrication d'enveloppes, était en effondrement, il l'est toujours d'ailleurs. Et toute la question, c'était d'essayer de prendre cette situation telle qu'elle est et d'essayer d'accompagner une transition pour que tout le monde garde du travail dans l'équipe. Moi, je suis quelqu'un qui fédère le talent des autres. Oh, bah, c'est extrêmement bien résumé. En tout cas, extrêmement résumé. Si on veut partir on va partir du lumineux et de l'enthousiasmant. Est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui Pocheco et notamment son site industriel? Oui, alors on est situé dans le nord de la France, à une dizaine de kilomètres de Lille, et la chance qu'on a, c'est que cette usine est très ancienne en fait, elle date du 19e siècle, et elle est donc au milieu d'un village, à la bordure d'un parc naturel qui s'appelle le parc du Héron, et qui est une zone intéressante parce que c'est un point de passage pour un certain nombre d'oiseaux migrateurs. L'usine de production elle-même fait aujourd'hui 3 hectares, mais le site construit fait que 8000 mètres carrés. 8000 mètres carrés couverts sur 3 hectares. Alors, depuis 25 ans, avec mes collègues, on a fait le choix de créer une sorte de corridor de biodiversité pour se relier vraiment avec le vivant, avec le sensible et avec le parc naturel qui jouxte notre usine. Et pour pouvoir être en harmonie avec le vivant, avec le sensible, il a fallu imaginer tout changer dans les procédures de production de notre usine. Parce que, par nature, l'activité industrielle peut être contradictoire avec la préservation du vivant. Et donc on s'est dit, ça serait important pour nous de pouvoir nous reconnecter avec le vivant, et donc il faudrait, pour entreprendre sans détruire, réinventer tout. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est inspiré d'abord dans la forêt en Finlande et en France. On a été voir la façon dont ils fabriquaient le papier, et la manière dont ils entretenaient la forêt, la façon dont ils replantaient 10 arbres à chaque fois qu'ils en coupent un, dans le respect de la biodiversité des espèces, en préservant le sous-sol forestier et la surface du sol forestier pour que l'ensemble des échanges puissent s'y produire de manière continuelle, sans perturber les systèmes vivants.
On a été voir la façon dont ils utilisent de l'eau et dont ils ensuite la nettoient et puis la restituent à l'environnement. On a été voir la façon que les autres avaient de faire pour ne pas détruire, ne pas rentrer dans ce que Schumpeter a conceptualisé, la destruction créatrice, plutôt d'être dans la transformation créatrice. Quand on a vu ce que faisaient les autres à l'extérieur, on s'est dit, bon, c'est bien d'évaluer ce qui se passe en amont, mais il faudrait qu'on se mette maintenant au travail pour changer nos pratiques. Et donc, en fait, pour que notre usine puisse rester là où elle est, sans laisser de traces toxiques, eh bien, on a modifié les méthodes de travail. On a changé aussi les matières premières. On a changé les encres, on a changé les cols, on a modifié nos méthodes de travail, on a changé de type d'énergie, on a rénové la toiture en mettant des panneaux photovoltaïques, et puis on a aussi profité de l'occasion pour végétaliser la toiture, pour récupérer les eaux de pluie, pour faire du rafraîchissement d'air adiabatique, qui est une manière de rafraîchir l'air de façon naturelle et sans gaz toxique. Et puis, petit à petit, en fait, dans l'activité elle-même, c'est devenu une habitude pour tous mes collègues et pour moi, qu'à chacun de nos investissements de transition, de modification, pour s'adapter vers une méthode de travail qui soit mieux respectueuse de la santé humaine et par voie de conséquence mieux respectueuse du milieu naturel, pour rester dans la compétition, on a choisi ces 3 critères-là. Rester dans la compétition, c'était faire le choix de ne pas délocaliser les productions, de rester à Forêt-sur-Marque, là où se trouve l'usine, mais d'adapter l'usine en récupérant l'eau de pluie, en produisant une partie de notre énergie nous-mêmes. Mais on a fait ça entre il y a 25 et il y a 15 ans. C'est beaucoup d'investissements, mais c'est des choix qu'on a produits qui étaient des choix vraiment en rapport avec une préoccupation principale qui était d'entreprendre sans détruire, qui est devenue notre mission. Et Emmanuel, est-ce que donc toi tu fabriques, enfin Pocheco fabrique des enveloppes, énorme fabricant d'enveloppes, hein, tu me disais la capacité de production 2 milliards. C'est ça. On a la capacité de produire 2 milliards d'enveloppes par an. Oui. Et tu me disais que donc en fait c'est un marché, évidemment, on imagine bien avec l'arrivée d'Internet qui a connu des difficultés. Tu pourras peut-être nous expliquer dans quelle proportion. Est-ce que vos motivations à ton équipe et toi à l'origine, c'était de répondre à ces enjeux-là, aussi économiques, et c'était revoir en profondeur sa façon de produire des enveloppes, c'était en rapport à ça? Ou est-ce que ta motivation, votre motivation numéro 1 était autre? Ou une combinaison des deux? Ouais, disons que c'est bien sûr d'avoir du travail. Hein, dans notre région, on parle aujourd'hui du plein emploi en France, mais si on regarde région par région, ville par ville, il y a des grandes variations. Chez nous, il y a encore 12% de taux de chômage. Donc le travail, c'est une question principale. Garder du travail, dans des conditions de travail qui soient les bonnes. Dans le fond, on raisonne d'une manière qui est relativement sobre. On considère que les rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC, et les rapports de l'IPBES, qui, elle, s'occupe des questions de biodiversité, les scientifiques, par le consensus scientifique, nous donnent des indications qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui, plus ou moins collectivement. On a une information plus précise qu'il y a quelques années sur les dérèglements du climat d'un côté, l'accumulation des déchets dans l'air, dans l'eau, sur Terre, les conséquences que ça peut avoir, et bien sûr l'effondrement de la biodiversité. Et nous, on est sur un marché en effondrement lui-même, puisque comme tu l'as si bien souligné, le numérique se propose de remplacer. Notre métier principal, c'était de fabriquer des enveloppes pour des banques, des compagnies d'assurance qui adressent des factures, des relevés de compte ou des relevés de situation par centaines de milliers tous les jours. Alors, on a toujours des marchés de ce côté-là. Aujourd'hui, on culmine à 1,2 milliard d'enveloppes. Donc, on a toujours cette capacité de production, mais on se doute que dans cet univers changeant du numérique, il faut qu'on s'adapte. Et nos clients, aujourd'hui, commandent moins d'enveloppes que par le passé. Donc, on a essayé d'accompagner l'entreprise vers des nouveaux métiers de la transition. Pour faire ça,
on a pris le raisonnement qui était le nôtre, qui était essayons de se mettre en lien avec le vivant et de réduire l'impact de notre activité sur la santé humaine et sur le milieu naturel. En fait, on a associé la question de l'économie à la question de l'écologie. Au lieu de les laisser antagonistes, on a essayé de considérer qu'elles étaient complémentaires. Si on regarde une seconde la racine grecque d'écologie et la racine grecque d'économie, c'est la même, c'est oikos, c'est la bonne gestion de la maison. Elles sont devenues deux données antagonistes avec l'usage, avec le temps, mais en réalité, c'était un mot qui disait la même chose. Comment on gère bien la maison? Et nous, on est parti de cette idée-là, que c'est en fait pas antagoniste, mais complémentaire. Et en réduisant l'impact de nos activités sur la santé humaine ou sur le milieu naturel, et ça va souvent ensemble, en fait, on a aussi réduit les coûts financiers. Et donc, on est resté dans la compétition très rude, parce que marché en effondrement, clients tout puissants, baisse des prix permanente, au point que beaucoup s'écroulent. Nous, on a tenu le coup, non sans de grosses difficultés, mais on a tenu le coup. Et je pense que c'est en grande partie grâce à ce qu'on a créé, c'est-à-dire, on appelle ça aujourd'hui faire de l'économie. C'est un néologisme qui associe écologie et économie. Au lieu de les rendre antagonistes, on s'aperçoit qu'en fait, en baissant l'impact de notre activité sur la santé humaine et sur le milieu naturel, on a aussi, avec le temps, réduit les coûts financiers. Je dis avec le temps parce que c'est très important de noter que pour rendre tout ça possible, on a fait du capitalisme à la papa, c'est-à-dire qu'il se donne du temps. Je donne un exemple. La toiture photovoltaïque qu'on a installée il y a maintenant 15 ans, elle a coûté 2 millions d'euros. Donc c'est un investissement lourd. Ce qu'il y a, c'est qu'elle rapporte 200 000 euros par an. À l'heure où je vous parle, on constate qu'on a bien fait. Parce que 45% de l'énergie de l'entreprise est produite sur sa toiture. Il y a 15 ans, on a aussi décidé de couper le gaz. On chauffait l'usine avec du gaz. Et on s'était dit à l'époque, c'est quand même pas confortable intellectuellement de chauffer l'usine avec du gaz qui provient de deux grandes démocraties qui étaient à l'époque déjà l'Algérie et la Fédération de Russie. Et pour cette raison-là, on s'est dit non, on n'est pas d'accord. On ne va pas continuer de se chauffer sans regarder ce qui se passe dans ces pays-là. Donc on a coupé le gaz et on a installé 2 chaudières biomasse qui fonctionnent avec des déchets de palettes décomposés que Paprec nous livre et qui sont retraités chez Emmaüs. Donc dans une boucle de circularité, parce que Paprec ne repart pas avec des bennes vides une fois qu'il nous a livrés, mais il repart avec les déchets de papier de fabrication des enveloppes. Et donc ce circuit qu'il a fallu mettre en place, qui prend un peu de temps à mettre en place, ces 2 chaudières biomasse qui elles aussi ont coûté de l'argent, aujourd'hui on se chauffe gratuitement avec des déchets dont Paprec ne savait pas quoi faire. Et Paprec repart avec nos déchets dont on ne saurait pas quoi faire, mais dont il sait quoi faire parce que notre papier est de très bonne qualité. Et donc, il le recycle et il en refait du très bon produit. Donc, en se donnant le temps de tout cela, l'investissement, globalement, en couvrant tous les investissements qu'on a produits depuis 25 ans, on a dépensé 10 millions d'euros. Mais ces méthodes de travail nous ont permis d'en économiser 15. Le solde est donc favorable de 5 millions d'euros. Et je prétends aujourd'hui que si on n'avait pas fait ça, il y a belle lurette qu'on aurait déposé le bilan. C'est-à-dire qu'on n'avait certainement pas les moyens de sortir de France pour aller s'installer ailleurs, parce qu'il fallait toujours continuer de livrer des clients en France et ça aurait été très compliqué de faire ça avec de l'enveloppe. Donc il fallait rester près de nos clients, mais il fallait revoir nos façons de travailler sur le site lui-même pour correspondre à nos 3 critères principaux, qui sont ceux que j'ai déjà dit. Baisser l'impact sur la santé humaine, c'est très important. On utilisait des encres à base de solvants, de produits qui étaient relativement toxiques pour la santé. On les a changés contre des encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds. Les cols étaient toxiques, on les a changés contre des cols à base d'eau et sans composés organiques volatiles. Les fenêtres des enveloppes étaient parfois en plastique, nous on les a changées contre des fenêtres en papier. Ça marche aussi bien, voire mieux. Mais surtout, ça fait un produit monoproduit qui est facilement recyclable. Et puis, on a choisi notre papier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, finalement, chaque étape,
si on descend dans le détail de l'analyse du cycle de vie et qu'on regarde chaque point pour fabriquer cette enveloppe, on pouvait le faire différemment. Et en changeant nos façons de faire, en fait, on a sauvé la boîte. Emmanuel, est-ce que tu aurais eu on va dire la même énergie, la même créativité si votre métier n'était pas de fabriquer des enveloppes? Tout ce que tu sembles nous décrire a l'air assez cohérent avec le métier de l'enveloppe. Est-ce que c'est facilement réplicable ou duplicable sur d'autres métiers? J'aurais pas l'outrecuidance de dire que c'est facile. C'est passionnant, c'est enthousiasmant de chercher des solutions innovantes et de les mettre en application et de fonctionner par empirisme, mais c'est pas exactement facile. Alors, cette méthode de l'économie, nous, aujourd'hui, un de nos axes de diversification, c'est qu'on a créé un bureau d'études à la demande de certains visiteurs et on accompagne aujourd'hui 350 entreprises dans des domaines d'activité aussi variés que la sidérurgie. On accompagne Aperam, qui est une filiale d'ArcelorMittal à Iceberg, mais on accompagne aussi la famille Monin avec les sirops Monin à Bourges. On accompagne l'entreprise Christelle qui fabrique des casseroles. On accompagne Arcadie qui conditionne des herbes de Provence bio, qui les sèche et qui les conditionne pour les mettre sur le marché. Donc on peut s'améliorer, peu importe le secteur d'activité. Oui, la réponse n'est pas la même, technique, quoi. On accompagne Renault, on accompagne Thales, on accompagne Danone, on accompagne L'Oréal, on accompagne Le Safre. En fait, toutes les entreprises. On accompagne, je pourrais continuer, mais je vais devenir agaçant. Non. on accompagne des énergéticiens, enfin, tous les métiers, donc j'ai dit les cosmétiques, l'agroalimentaire, des énergéticiens. On accompagne des gens aussi qui font du textile. Si je me résume, il n'y a pas de métier où l'économie ne s'applique pas. Pour une raison simple, c'est que c'est une question de survie. Tous nos métiers, tous les métiers, il n'y a pas d'exception, même le numérique, tous nos métiers sont confrontés à une réalité qui nous dépasse, qui est celle du dérèglement du climat, de l'accumulation des déchets et de l'effondrement de la biodiversité. Donc nous, on a vécu en tant qu'entreprise, on est un confetti, on est tout petit, on a vécu une crise de la transition. Notre métier s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend de voir que ça se casse complètement la figure en étant déprimé, ou bien est-ce qu'on invente des solutions pour rebondir? Et c'est exactement ça qui nous a permis de développer des clés de l'économie. Le bureau d'études qu'on a développé s'appelle Ouvert, ouvert.eu. C'est ma collègue Elodie qui gère ce bureau. Et on accompagne aujourd'hui 350 entreprises dans tous les domaines, parce qu'en fait, notre raisonnement, c'est de dire, si Pocheco, au bord de l'effondrement, sur un marché qui se casse la figure, en 25 ans, a réussi à tenir le coup en changeant tout, alors qu'on n'avait pas de moyens devant nous et qu'il fallait tout le temps réinvestir et beaucoup inventer, si on a réussi nous, alors c'est accessible à tous. Il suffira simplement qu'on essaye de décrocher les clés de l'économie et qu'on essaye de voir comment ce démonstrateur qui est devenu Pocheco va pouvoir en inspirer d'autres. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que le déclenchement de cette démarche de recherche et d'innovation pour se réinventer, elle est assez classique. Plein d'entreprises ont des services de recherche et d'innovation. Ce qui est peut-être un peu moins classique, c'est que nous ayons ciblé, pour activer notre recherche et notre innovation, le fait de réduire l'impact de nos activités sur la santé humaine et sur le milieu naturel. C'est-à-dire qu'on a mis le focus sur la question d'entreprendre sans détruire, de produire sans laisser de traces. C'est peut-être ça qui est un peu original. Mais c'est ça que les clients viennent chercher aujourd'hui chez nous. Parce qu'en fait, la méthode, je termine, mais la méthode est fort simple.
en fait, on mobilise, avec l'autorisation des états-majors, nous, on donne les clés aux salariés, on les mobilise, on va chercher dans les entreprises ceux qu'on appelle les engagés. Tu sais, c'est tous ces gens qui, à la maison, aujourd'hui, ils sont déjà passés au zéro déchet. Ils ont réduit leur consommation de plein de manières. Ils achètent en vrac. Ils vont parfois à vélo. Ils sont en train de c'est les engagés. Ceux-là te disent, à la maison, je suis en train de tout changer et dans mon entreprise, je sais pas comment faire. Nous, c'est ceux-là qu'on va chercher. Après, il y a beaucoup d'indécis dans les équipes. Une grande partie, c'est des indécis. Ils sont informés, ils entendent parler de tout ça, mais ils voient pas exactement par quoi commencer. Et puis, on considère qu'il y a aussi une dernière catégorie qu'on appelle les enragés. Ceux-là, ils n'ont pas envie d'entendre parler de tous ces sujets-là, et nous, on les laisse tranquilles. Parce qu'en fait, avec les engagés, on arrive à changer dans les équipes, dans les usines, dans les entreprises, on arrive à changer les méthodes, on arrive à changer les approvisionnements en faisant de l'analyse du cycle de vie, du bilan carbone. On fait des choses très précises, parce qu'on ne confond pas information et opinion. On s'appuie sur des informations. Pour ça, on va chercher des données précises. Donc, notre équipe, elle accompagne les gens qui le veulent à aller chercher ces données précises qui leur permettent ensuite d'inventer une nouvelle manière de faire. Et on s'aperçoit en avançant qu'en inventant cette nouvelle manière de faire, en fait, on développe une créativité extraordinaire et pas mal d'entreprises que l'on accompagne, après avoir eu assez peur de la démarche, en fait, sont assez enthousiastes parce que en libérant la créativité, on a aussi appris des nouvelles manières de travailler et on a aussi contribué à redonner du sens au travail. C'est beaucoup quelque chose qu'on demande aujourd'hui, redonner du sens à ce qu'on fait. Eh bien, par ces méthodes qui tiennent compte de la réalité du monde vivant et du monde sensible, parce qu'on a réussi à s'adapter dans l'entreprise, progressivement, on fait équipe et on trouve des solutions ensemble. Pour finir sur ce développement, ce que je veux te dire, c'est que notre conviction ici est assez simple. Toutes les entreprises en France peuvent faire leur part dans la transition. Il y a d'ailleurs, il y a d'ailleurs des lois qui sortent. Je pense à la loi AGEC, par exemple, AGEC pour anti-gaspillage et économie circulaire, qui est très impactante sur la méthode de travail des entreprises. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on essaie de contourner la loi AGEC, bon courage, soit on décide d'y aller à fond et on en fait une opportunité. Nous, c'est notre choix. Donc en fait, on pense, nous, que les salariés des entreprises sont les citoyennes et les citoyens dont l'intelligence va être mise en coopération pour trouver les solutions innovantes de demain. Ce que ça changera par rapport au financement, oui, ça va changer les choses. Il faut pouvoir financer ce travail de recherche et d'innovation. Mais je pense que parmi tes auditeurs, il n'y a pas d'entrepreneuse ou d'entrepreneur qui pense pouvoir développer sa boîte sans inventer et sans innover. Donc, il suffit simplement de flécher la question de la survie des espèces vivantes comme étant notre but ultime à tous, simplement pour que cette planète reste vivable et que le mot économie ait donc encore du sens. Et sur ce point-là du financement, comment vous avez fait pour financer 10 millions d'euros d'investissement alors même que le business se cassait la gueule de façon assez forte, puisque tu es passé, tu me disais, de 2 milliards d'enveloppes à 1 milliard d'enveloppes sur la période là, dont on parle? À 1,2 milliard. 1 milliard. Ouais, il faudrait rentrer dans les détails, ça a été très long, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je te passe tout ça parce qu'on a un podcast de 20 minutes, pas de 2h30. Mais du coup, j'ai perdu la question, je suis désolé. Comment tu as financé ça, les 10 millions d'euros? Pardon. Oui. Par le capitalisme à la papa. C'est-à-dire que j'ai la chance, à la base, que Pocheco appartienne au départ à un groupe de presse familiale qui a été créé par mon grand-père, qui est le groupe de presse Le Particulier, un magazine juridique qui explique les lois aux Français. Et mon père, qui prend le relais, considère qu'il faut réinvestir ce que l'on gagne dans l'entreprise. Il ne distribue jamais de dividendes. Et puis, en 2008, il décide de prendre sa retraite et de vendre son groupe. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a vendu Pocheco.
et j'ai simplement maintenu les mêmes méthodes de travail. Donc depuis 97, que j'ai pris mes fonctions chez Pocheco, mais en réalité depuis 1976, que mon père avait racheté Pocheco, il a toujours mis en application cette règle et j'ai continué. On réinvestit ce qu'on gagne dans l'entreprise, ça permet de composer des fonds propres qui permettent de tenir en période de crise. Parce qu'il avait l'intuition, dès 1976, qu'une entreprise industrielle, si elle voulait rester indépendante, devait autofinancer son développement. C'est comme ça qu'on a procédé. Puis on a une deuxième règle qu'on a mise en application à partir de 2011, date à laquelle on a subi un incendie majeur qui a brûlé tous nos stocks. À ce moment-là, on a décidé collectivement avec mes collègues de mettre en place une modération salariale que je me suis appliquée à moi en priorité. Hein. Je touche toujours le SMIC depuis cette époque-là. SMIC net, hein, rien de plus, pas d'à côté, pas de... Parce qu'on a considéré à un moment que ce qui comptait, c'était de pouvoir garder du travail dans des conditions qui s'améliorent tout le temps. Donc en fait, on a concentré les résultats de l'entreprise au point qu'on a fait des réserves et ces réserves nous ont permis de payer la transition. Et tes clients, dans quelle mesure ils sont sensibles à tout ça? Dans quelle mesure ça te permet de te différencier? Ou qu'est-ce que ça te permet de faire concrètement? Est-ce que ça te permet d'avoir des prix de vente un peu plus élevés que les concurrents? Est-ce que ça te permet d'accéder à des marchés avec des critères peut-être de RSE? Ou sur le marché public, on sait qu'il y a une partie des critères de notation qui vont être en dehors du prix ou de la qualité intrinsèque du produit ou des process. Est-ce que d'ores et déjà, toi, tu observes des éléments concrets qui te permettent de gagner des parts de marché? J'ai gagné un très gros marché public récemment. Avec mes collègues, on est très heureux de ça. Sur 100 points, la question de la gestion du rapport au milieu naturel, c'est 5 points. Ouais, en général, c'est pas le gros de la note. Non. Alors, si je suis plus cher d'un demi-centime du mille sur mes enveloppes, je perds le contrat. Donc, absolument obligation d'être le moins cher. D'accord. Et la beauté du truc, c'est justement que l'économie nous a permis de rester sur des prix de marché qui nous ont permis d'avoir 70% de part de marché dans notre spécialité. Donc on est resté sur des prix qui étaient des prix de marché décidés par nos acheteurs et on a survécu malgré ces prix de marché très très bas grâce aux économies qu'on réalisait en respectant le milieu naturel et la santé humaine. D'accord. Donc Ce que j'essaye de dire à mes collègues entrepreneuses et entrepreneurs, j'essaye de leur dire que par raisonnement, par logique, on est souvent amené à considérer que toutes les questions qui tournent autour de ce qui n'est pas principalement notre activité, c'est des lois un peu lourdes, un peu pesantes et qui nous ralentissent. Moi, j'ai toujours pris les choses différemment. J'ai toujours considéré que les lois nous donnaient une orientation juste, mais qu'il fallait aller plus vite que la loi pour pouvoir bénéficier de ses effets sur notre petite entreprise et sur son indépendance. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, et je vais le dire différemment, ça sera peut-être plus facile à comprendre, c'est que de la contrainte forte naît un projet d'entreprise qui résiste mieux aux tempêtes. Et alors, ce projet d'entreprise, est-ce qu'il te permet, alors j'imagine qu'il te permet, je ne vais pas faire une fausse question, on imagine qu'il te permet d'attirer des talents, en tout cas des talents différents, des gens qui vont être particulièrement sensibles à toute la dimension humaine, citoyenne, écologique que tu embarques dans le projet. Dans quelle mesure ça aussi, ça t'a aidé à constituer une équipe résiliente, costaud, créative? Qu'est-ce que tu observes de ce côté-là? Ma question, je suis embêté parce que d'un côté, ça induit une réponse évidente et c'est un peu un lieu commun de se dire, bah oui, forcément, on a une meilleure attractivité quand on a un projet d'entreprise plus solide. Mais est-ce que toi, tu aurais des illustrations un peu plus saillantes ou un témoignage un peu plus singulier que le lieu commun que j'essaie de partager avec toi? De toute façon, j'ai pas de statistiques, Rémi, pour te faire une réponse par rapport à ce qui n'est pas un lieu commun, qui est une préoccupation que je comprends. Je ne prends pas pour un lieu commun, j'ai juste pas de statistiques pour comparer, te dire. Ce que je peux te dire, c'est que je reçois beaucoup de candidatures et que les gens qui viennent à nous sont de toutes les générations et tous, pratiquement, dans les entretiens qu'on a,
commencent par leurs préoccupations par rapport à l'effondrement de la biodiversité et au réchauffement du climat, et au fait que dans leur entreprise ou dans leurs études ou dans leur cercle familial, ils n'arrivent pas à agir au quotidien pour faire leur part contre cet effondrement annoncé. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement, mais ça induit des choses quelquefois surprenantes, avec des gens qui surinvestissent cette question-là en nous portant au pinacle, et qui, si dans le courant du quotidien quelque chose vient gripper cette portée au pinacle, alors là nous vouent hégémonie brutalement. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens sont super exposés et hypersensibles, et que c'est des sujets super délicats. Donc il faut aller vers une intégrité de la parole et un lien fort entre la parole et les actes. Mais à cette condition-là, je reconnais que j'ai pas de difficulté à recruter. Je rencontre des gens, et là, je vais reconnaître autre chose, c'est que je m'occupe pas tellement du savoir-faire des gens qui viennent me voir, je m'occupe surtout de leur relation au monde, du savoir-être. Okay. Parce qu'en fait, ce dont on a le plus besoin dans notre activité, c'est que les gens puissent travailler en binôme ou en trinôme pour chercher ensemble des solutions innovantes. Du coup, le savoir-faire s'acquiert en cheminant. Comment vous faites pour former et justement faire monter les compétences? On a aussi créé un centre de formation interne qui représente en investissement 10% du chiffre d'affaires. On passe 10% du temps des gens de l'équipe à se former à la polyvalence et aux nouvelles méthodes de travail. C'est un travail continu. C'est vraiment quelque chose qu'il faut introduire dans la méthodologie de l'entreprise. Et en fait, ça engendre des situations tout à fait intéressantes, c'est-à-dire que beaucoup d'idées surgissent et beaucoup sont mises en œuvre. On a réussi à développer une pépinière de projets. Si tu veux, on s'est un peu départi d'un certain nombre de conventions pour essayer vraiment de se concentrer sur la créativité de tout le monde. J'aurais encore des dizaines et des dizaines de questions. Le temps court. Je vais quand même. Je voudrais ouvrir sur aussi ton métier d'écrivain. En tout cas, tu publies et tu as publié plusieurs ouvrages. Alors, Le syndrome du poisson-lune, Économie 2, La transformation créatrice. Et tu as publié ça chez Actes Sud, Domaine du possible. Maison d'édition sérieuse, hein, dis donc. En quoi c'est important pour toi de toute cette activité de transmission, déjà de formalisation et puis de transmission? Ouais. Merci d'en parler et merci de parler d'Actes Sud. Tu sais, c'est une belle maison indépendante qui a été créée il y a une quarantaine d'années, un peu plus maintenant, par Hubert Nissen, Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani et Christine Leboeuf. Et c'est des gens qui ont laissé parler leurs convictions et qui ont d'abord commencé par traduire de la littérature étrangère, et puis avec le temps, ils ont développé différentes collections. Et effectivement, nous, on est dans la collection Domaine du possible. Il y a aussi une très belle collection qui s'appelle Monde sauvage. J'insiste parce que c'est une maison indépendante. Donc, c'est des gens qui sont très exposés et en même temps très créatifs et très humains. Donc, c'est une très belle maison. Je souhaite à tout le monde d'être porté par ces talents-là. Parce que moi, j'ai de la chance de les avoir rencontrés. C'est Cyril Dion qui nous a présentés les uns aux autres. Cyril Dion, c'est un activiste qui est réalisateur et qui a fait un film documentaire il y a quelques années avec Mélanie Laurent, qui a eu un certain retentissement et beaucoup de gens dans les cinémas à ce moment-là. C'était en 2015, un film qui s'appelle Demain. Et en fait, j'ai rencontré Cyril à cette occasion-là, ou quasiment. Et ensuite, je lui ai dit que j'avais déjà publié chez un premier éditeur. Il m'a dit « Ah bon, quoi ?» Et il m'a dit « Mais c'est exactement les livres que je cherche à publier. » Je lui ai dit « Ça tombe bien, je viens de rompre mon contrat avec le précédent éditeur, donc on pourrait commencer à travailler ensemble. » On s'est rencontrés comme ça. Et on a continué de travailler ensemble avec Actes Sud parce qu'il y a
Il y a une filiation, il y a un travail commun, et il y a une pensée commune qui s'exprime, qui se construit, qui se structure autour de l'idée d'entreprendre sans détruire. Moi, je suis un littéraire de formation, je l'ai dit tout à l'heure, et donc j'avais un rêve absolu qui était de pouvoir un jour produire une pensée originale et qu'elle puisse éventuellement être publiée pour diffuser. En fait, j'ai dit tout à l'heure, Pocheco, c'est devenu une sorte de démonstrateur d'économie, mais nous ne sommes que 86 sur un site de 3 hectares. Ça pourrait parfaitement rester complètement dans l'ombre, silencieux. Et en fait, on a énormément de visiteurs. On a 7000 visiteurs en présence chaque année qui viennent sur le site. Et on a 290 000 visites sur notre site internet l'année dernière, alors qu'on est une toute petite entreprise qui est construite principalement au départ sur du B2B. Maintenant, on s'adresse un peu au grand public, on est en train d'y travailler en tout cas. La diffusion des idées. On sait qu'on ne changera pas le monde à nous tout seuls, mais on veut pouvoir contribuer et faire notre part, comme disait Pierre Rabhi. Faire notre part. Le livre, pour moi, c'est vraiment un moyen d'entrer en relation de façon intime avec la personne qui ouvre le livre que je lui ai écrit, en fait. Moi, j'ai fait des récits. Tu as cité les titres de mes bouquins. D'ailleurs, au mois de mai, les 3 bouquins vont ressortir, en fait, dans une version plus récente. Il y a d'ailleurs un des 3 titres qui va évoluer un tout petit peu. Mais globalement, c'est des livres qui se sont vendus à 30 000 exemplaires. Donc, pour un auteur absolument inconnu, qui a des titres un peu abscons, mais oui, ça me surprend moi-même. Ça me surprend moi-même. C'est qu'en fait, et donc ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a un désir, il y a une diffusion par le bouche à oreille. Moi, c'est beaucoup des femmes qui lisent mes livres, mais je crois qu'en général, c'est beaucoup les femmes qui lisent en France. Et puis, je voudrais dire un mot, si tu me le permets, des 4000 libraires indépendants qu'on a en France aussi, et qui permettent la diffusion de ces bouquins. Honnêtement, si tu m'avais dit que en écrivant un livre dont le titre serait Le syndrome du poisson-lune, pour parler d'une méthode un peu non conventionnelle de ménagement, ou si tu m'avais dit qu'un livre qui s'appellerait Économie rencontrerait un public comme celui-là, j'en aurais été très heureux, mais j'en aurais été très surpris. Et finalement, je m'aperçois qu'avec le temps, c'est ce qui se passe, parce que la maison d'édition pousse, présente, que la presse aussi, la presse, je sais pas, moi j'ai eu 350 articles, on a beaucoup de journalistes qui viennent nous voir. Donc je pense en fait que notre manière de répondre à la question de la transition d'une façon optimiste, positive, pas naïve, pas béate, mais juste optimiste, avec des solutions d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. En fait, il n'y a pas de problème qui soit sans solution, il faut juste qu'on se pose le bon problème. Un grand merci Emmanuel. Il y a tellement d'autres sujets dont j'aurais voulu parler avec toi. J'aurais voulu parler de justice, j'aurais voulu parler de la force et de l'importance des récits pour s'inspirer et puiser. J'aurais voulu parler de la citoyenneté, de changer le monde en bas de chez soi. Bon, un peu tout ce qu'on a égrené au travers de cet échange, mais ça y est, il faut qu'on s'arrête. Emmanuel, on va pouvoir se voir en vrai à la convention à Nantes pour tous nos auditeurs qui viennent à la convention au mois de mars, 16-17 mars prochain, ou 17-18 mars, je ne sais plus. 16-17. 16-17 mars. Venez nous voir, venez rencontrer Emmanuel. On se parle en vrai là-bas et on pourra continuer les échanges. Voilà, c'est le début de quelque chose de grand qui démarre et qui a déjà corps. Hein. Ça fait 25 ans que toi, tu changes le monde en bas de chez toi et que tu as réinventé la façon de produire des enveloppes. Continuons sur cette voie royale que tu nous aides à tracer. Un grand merci pour cet échange, Emmanuel. Merci à toi, Rémi. Et notre rendez-vous, c'est le 16 mars de 16h15 à 17h45 à Nantes avec Kalina Raskin, qui est la directrice du CIBIOS, qui s'occupe de biomimétisme en France. C'est une scientifique à la fois brillante, humble et passionnante à écouter. Donc je vous en prie, venez nombreux et à bientôt. Allez, à très bientôt. Merci.